Donc nous allons passer à la communication suivante sur les réflexions sur les gastroparésies à retentissement clinique après duodéno-pancréatectomie céphalique à propos de 132 opérés par Richer, Courvoisier, Dagnon, Gozzolino, Jean-Pierre Faure et Cartier. Et je crois que Jacques Barbier va présenter Monsieur Richer. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est un de mes grands-enfants. Il est d'origine poitevine, il a fait toutes ses études à Poitiers. Il habite actuellement du reste dans un endroit très célèbre, car c'est le pays de la fée Mélusine. Il est, depuis la fin du XXe siècle, 2001. PUPH d'anatomie et de chirurgie. Il a eu une formation de chirurgien digestif, viscéraliste, et surtout une formation en plus d'anatomiste. Donc il dirige actuellement le laboratoire d'anatomie du CHU de Poitiers, où il a un agrégé du reste, et au niveau du CHU, il est responsable actuellement de la chirurgie hépato-bilio-pancréatique. Et je crois qu'il va nous exposer son point de vue sur les gastroplégies après DPC. Merci, Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire Général, chers maîtres, Mesdames, Messieurs. Je suis heureux et honoré de vous présenter un travail donc, du département de chirurgie viscérale du CHU de Poitiers, en particulier de l'unité de chirurgie hépato-bilio-pancréatique. Et comme vous le savez peut-être, Saint-Côme et Saint-Damien, les premiers chirurgiens, sont les saints protecteurs de notre faculté de médecine. C'est pour ça que j'ai mis cette iconographie. Alors, il s'agit d'un travail portant sur les gastroparésies post-opératoires après DPC, mais à traduction clinique. En effet, vous le savez tous, les DPC restent une intervention complexe, avec une forte mortalité qu'on a pu réduire ces dernières années, qui est de l'ordre de 3%, voire inférieure actuellement dans les services spécialisés, mais la morbidité reste élevée. Dans la série de l'AFC, elle était supérieure à 50%. Les débats chirurgicaux actuels sont orientés vers une technique mieux codifiée, notamment vis-à-vis du curage ganglionnaire et des axes artériels. La place des traitements adjuvants et néoadjuvants afin d'améliorer le pronostic d'une pathologie cancéreuse pour les cancers du pancréas qui est quand même grave. Et le dernier point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prévention, le diagnostic et le traitement des complications post-opératoires. En effet, les DPC s'accompagnent d'une forte morbidité avec des complications qui mettent en jeu le pronostic vital, à savoir la fistule pancréatique et l'hémorragie post-opératoire principalement. Mais la plus grande complication en termes de fréquence, ce sont les troubles de la vidange gastrique qui, dans la littérature, représentent 20 à 50% des cas, ce qui augmente la durée de séjour, la dénutrition du patient, retarde sa sortie, et par les temps actuels, avec les contraintes budgétaires et la diminution du nombre de lits d'hospitalisation, il nous a semblé intéressant de revoir ce problème. Je vous propose donc une étude rétrospective qui apporte donc quelques biais de 132 dossiers entre 2004 et 2011. En effet, quelques biais puisqu'il s'agissait d'une technique standardisée avec une résection en monobloc sans conservation pylorique de la pièce, une section de la voie biliaire sous la convergence, une lymphadenectomie régionale jusqu'à l'hémicirconférence de l'artère mésentérique supérieure avec squelettisation veineuse, soit une anastomose pancréato-jéjunale dans près de 60% des cas, soit une pancréatogastrique dans 40% des cas. La gastro-entéro-anastomose était réalisée en précolique de principe, du moins dans 98% des cas, lorsqu'elle était réalisable techniquement. En post-opératoire, tous les patients avaient un analogue de la somatostatinatide prophylactique, même si la littérature est discutable. La sonde nasogastrique était maintenue jusqu'à J3, J4, ce qui nous a posé un problème de classification vis-à-vis des gastroparésies de classe A. Le dosage de l'amylase était systématique au 3e et au 5e jour post-opératoire. Le contrôle du montage n'était pas systématique. Et une sonde nasogéjunale d'alimentation n'était pas systématique. Elle est devenue maintenant utilisée à partir du 3e jour post-opératoire. Et nous avons réalisé le recueil des données des traitements post-opératoires, justement dans l'objectif des gastroparésies. Les gastroparésies ont été classées selon l'International Study Group of Pancreatic Surgery, avec une classe A correspondant à une sonde gastrique maintenue ou reposée après le 3e jour post-opératoire. Les classes B
Cette sonde gastrique est maintenue ou reposée après le 7e jour post-opératoire. Et les grades C, les plus sévères, cette sonde gastrique est maintenue après la 2e semaine. Évidemment, le stade A dans notre étude posait problème. Nous l'avons exclu car ce stade A ne modifie pas la prise en charge médicale et la sortie du patient. Donc nous avons retenu les grades B et C de la classification de l'IS-GPS. De la même façon, les fistules pancréatiques ont été classées en 3 grades. A qui ne modifie pas en fait la durée d'hospitalisation, B qui nécessite un traitement médical systématique et un grade C qui justifie d'une prise en charge adaptée en réanimation, une prise en charge chirurgicale ou de radiologie interventionnelle. De la même façon, les hémorragies ont été classées en 3 grades. A qui ne modifie pas la prise en charge, B qui justifie d'un traitement médical, voire de temps en temps d'un geste d'hémostase, et un grade C qui est une urgence et qui justifie d'une prise en charge chirurgicale et ou radiologique immédiate. Nos matériels et nos méthodes surtout ont été validés par notre département de statistique et d'informatique. Je vais vous présenter une analyse descriptive. L'analyse univariée utilise des variables qualitatives de Fisher ou quantitatives, le test de Mad et Whitney, c'est des données assez consensuelles avec un P inférieur à 0,05 qui s'avère significatif. Une analyse multivariée a été réalisée par rapport aux facteurs prédictifs de gastroparésie avec une méthode de régression logistique et une courbe ROC pour transformer des valeurs quantitatives en valeurs qualitatives, c'est-à-dire à obtenir un seuil, notamment pour l'aspiration nasogastrique. Donc notre série concernait 132 patients, plus d'hommes, 60% que de femmes, avec un âge moyen de l'ordre de 64 ans. Comme vous le voyez, les patients étaient classés ASA 3 ou 4 dans plus d'un tiers des cas, et nous avions 18 patients au-delà de 74 ans. Les données préopératoires, eh bien, le diagnostic était porté par l'ictère, principalement des angiocoliques ou des douleurs abdominales. La pancréatite était inférieure à 10% des cas. L'indication opératoire portait sur des lésions malignes dans les 3/4 des cas et des lésions bénignes dans 1/4 des cas, mais dans ces lésions bénignes, il y a des formes susceptibles de dégénérer comme les TIPMP, les ampulomes. Les données opératoires sont donc à prendre en considération dans la mesure où il y avait des biais de recrutement. La reconstruction était soit une pancréato-gastrique dans 42% des cas, soit une pancréato-jéjunale dans 58% des cas. L'envahissement artériel était présent dans 3% des cas, mais il s'agissait le plus souvent d'artères surnuméraires en variation anatomique et la distribution modale était respectée. La résection veineuse porté sur 18 patients, 13% des cas, toujours dans des contextes d'atteinte circonférentielle estimée à la moitié de la circonférence veineuse, sans savoir s'il s'agissait d'un envahissement inflammatoire ou d'un envahissement tumoral. La mortalité post-opératoire était de 3% dans notre série, avec une morbidité post-opératoire concernant les fistules pancréatiques en premier rang, 33% des cas, puis la gastroparésie. Et ces gastroparésies cliniques de grade B et C représentaient 28% des cas, 38 patients. Les hémorragies après pancréatectomie de l'ordre de 14%. Alors quand on regarde l'analyse univariée, les antécédents, le terrain n'apportent aucun élément significatif. Les données péropératoires sont également non significatives et on ne pouvait juger en fait que de l'anastomose pancréatique. La nature du tissu pancréatique était également non significative, je ne l'ai pas mis dans cette diapositive. Il est à noter que la nécessité ou non de réaliser un drainage biliaire préopératoire était également non significatif et nous avions décidé que lorsqu'on voyait le malade avec un taux de bilirubine supérieur à 250, il était préférable de lui mettre une prothèse biliaire car le délai, même court par rapport à la chirurgie, risquait d'entraîner des complications post-opératoires. Les données post-opératoires étaient non significatives, sauf pour un seul élément. La gastroparésie était plus fréquente en présence, bien évidemment, d'un traitement intervenant sur la motricité gastrique.
En ce qui concernait la survenue de complications post-opératoires, eh bien, la gastroparésie était associée à des complications à terme de fistules pancréatiques, d'hémorragie digestive post-opératoire ou intrapéritonéale, à des reprises chirurgicales, une sonde gastrique productrice et la nécessité de transfuser plusieurs culoglobulaires étaient également significatifs dans notre analyse univariée. L'analyse multivariée faisait ressortir 3 facteurs prédictifs indépendants. Une reprise chirurgicale, quelle qu'en soit la cause, bien évidemment dominée par la fistule et l'hémorragie, un débit de sonde nasogastrique supérieur à 250 ml, notamment par l'étude d'une courbe ROC, et la nécessité de transfusion post-opératoire et péropératoire. La gastroparésie n'est peut-être pas la complication la plus grave, mais c'est la plus fréquente après duodénopancréatectomie céphalique. Elle augmente la dénutrition, allonge la durée d'hospitalisation. Et dans la littérature, il existe des facteurs de risque préopératoires qui sont le diabète, la chirurgie abdominale antérieure, une angiocolite préopératoire, mais nous n'avons pas retrouvé ces critères dans notre étude. Les critères péropératoires sont à prendre en considération de façon très particulière puisqu'il s'agissait d'une technique codifiée avant la DPC. Dans notre série, aucun critère ne s'avère déterminant, mais tous les patients avaient une gastro-entérioanastomose précolique. Les facteurs de risque péropératoire, la conservation pylorique semble pour la littérature responsable de gastroparésie, mais cette notion est largement débattue encore actuellement. Et la gastro-entéroanastomose précolique semble réduire le risque de gastroparésie post-opératoire. En tout cas, c'était la notion retenue sur l'analyse de l'AFC en 2010. Mais les publications récentes ne sont pas aussi catégoriques. Les facteurs de risque péropératoire sont également portés sur le type d'anastomose pancréatogastrique ou pancréatogéjunale. Et en définitive, l'étude des revues de la littérature, des méta-analyses montrent que ce critère n'est pas significatif. Les traitements médicaux post-opératoires, en fait, la littérature est pauvre sur ce domaine-là. Seule la nutrition parentérale ou entérale a été étudiée. Et un certain nombre de séries, de publications montrent que la nutrition parentérale précoce semble diminuer le risque de gastroparésie, mais ceci est remis en brèche sur des publications récentes, et je pense notamment à l'école rennaise qui a publié également la notion que la nutrition entérale améliorait la vidange gastrique post-opératoire. En ce qui concerne les méthodes antalgiques, l'utilisation de morphine intraveineuse ou l'utilisation d'une analgésie péridurale ne modifie pas la survenue dans notre étude de la gastroparésie. Par contre, l'administration d'un traitement inducteur de troubles de la vidange gastrique, bien évidemment, est responsable de gastroparésie. Ce sont souvent des traitements neurologiques ou cardiovasculaires qui sont passés par voie veineuse au moment de la période post-opératoire. Donc une vigilance doit être portée sur ce domaine. Bien évidemment, la survenue de complications post-opératoires autres que la gastroparésie interfère sur sa survenue. Qu'il s'agisse d'une fistule pancréatique, d'une reprise chirurgicale, quelle qu'en soit la cause, un geste de radiologie interventionnelle ou une hémorragie. Et les données de la littérature confirment cet aspect des choses. La gastroparésie constitue un signe d'alarme et pour certains même doit conduire, lorsqu'elle se prolonge, à la réalisation d'un scanner systématique à la recherche d'une fistule ou d'une collection intrapéritonéale. En définitive, je vous propose de distinguer 2 types de gastroparésie. La gastroparésie secondaire qui se rapproche de l'ilus paralytique incontournable d'une complication en chirurgie digestive. Dans notre série, c'était les 2/3 des cas des gastroparésies. Ou la gastroparésie primaire en dehors de toute complication intra-abdominale que l'on peut peut-être améliorer. 1/3 de nos cas. En effet, le duodénum est responsable d'une sécrétion de motilide qui contribue à la vidange gastrique. Par ailleurs, l'innervation gastrique relève d'un système nerveux entérique, un système nerveux intrinsèque, qui est la voie finale, bien évidemment, du système nerveux végétatif dit autonome, mais qui est également responsable d'une fonction indépendante. Et l'innervation extrinsèque végétative, sympathique et parasympathique, intervient sur les fibres musculaires gastriques et duodénales.
Lorsqu'on regarde la physiologie gastrique, il existe 3 périodes. La période alimentaire, où l'estomac proximal se relâche, réalise un réservoir. La période postprandiale, où l'estomac distal broie et permet le malaxage puis l'évacuation des aliments, c'est avec une coordination anthro-pyloro-duodénale. Et une période de jeûne dite interdigestive, avec l'apparition progressive de contractions cycliques, non seulement gastriques, mais vous le verrez, duodénales, ce que l'on appelle les complexes moteurs migrants, qui font l'objet de beaucoup de publications actuellement. En effet, les sécrétions biliaires, gastriques, pancréatiques augmentent la pression dans le duodénum. Le duodénum sécrète de la sérotonine, qui stimule le système nerveux intrinsèque duodénal, ce qui donne l'apparition des complexes moteurs migrants, augmente encore la pression duodénale et aboutit en définitive à la sécrétion de motiline d'origine duodénale qui stimule les fibres nerveuses duodénales sensitives du nerf vague, car il existe une innervation sensitive parasympathique avec un réflexe vagal qui entraîne cette motricité gastrique avec un relâchement pylorique en physiologie. Alors je me suis permis de faire quelques schémas pour rappeler également au niveau du système nerveux végétatif le rôle du curage ganglionnaire et l'interférence des éléments lymphatiques avec le système nerveux autonome au niveau de la partie terminale du tronc cœliaque et le long du bord postérolatéral droit de l'artère mésentérique supérieure. Et la duodénopancréatectomie céphalique altère ces éléments neurovégétatifs. Voici les schémas des 2 courants lymphatiques hépatocéliaques et mésentériques supérieurs, et le curage actuel lymphatique doit emmener ces éléments lymphatiques. La duodénopancréatectomie céphalique, malgré des facteurs positifs qui sont la suppression de la barrière anthropylorique qui permet l'accélération de la vidange gastrique, le respect de l'innervation parasympathique de l'estomac, présente donc d'importants facteurs négatifs. L'altération des complexes moteurs migrants et un défaut de vidange gastrique et de la motricité grélique lié aux sections digestives, à la suppression de sécrétion de motiline par le duodénum. L'iléus post-opératoire vient rajouter à cette gastroparésie liée au geste de résection par un rétrocontrôle inhibiteur de la vidange gastrique. C'est dans cette gastroparésie primaire, en l'absence de cause intrapéritonéale ou d'hémorragie, que les agonistes de la motiline, que les prokinétiques interviennent. Cependant, l'érythromycine ne marche pas toujours. Au bout de 2-3 jours d'utilisation, si elle ne fonctionne pas, eh bien, il convient d'arrêter ce traitement. Et l'érythromycine est responsable également d'effets secondaires néfastes, torsade de pointe, troubles de la conduction et d'autres. Alors, en définitive, la gastroparésie après duodénopancréatectomie céphalique est une complication fréquente. Elle est le plus souvent secondaire dans les 2/3 des cas et doit faire rechercher une cause associée. La gastroparésie primaire semble être liée à plusieurs facteurs, aux altérations engendrées par la résection en elle-même. Elle semble indépendante du mode de reconstruction et des modalités de soins périopératoires. Ça, c'est encore discutable. Le traitement est fonctionnel et la récupération est lente, puisqu'habituellement, il faut de 2 à 4 semaines pour obtenir la sédation d'une gastroparésie. Et je reviendrai sur le problème de la définition du grade A de l'International Study Group of Pancreatic Surgery, puisque une sonde gastrique jusqu'à 3-4 jours au début de notre étude, on l'a gardée jusqu'à la reprise du transit. Je vous remercie de votre attention. Qui veut intervenir et poser des questions à l'orateur? Jacques Beaulieu. Je vous remercie de la très importante expérience et de l'analyse très précise que vous en avez faite. Je crois qu'il faut distinguer les gastroplégies ou gastroparésies qui sont consécutives à une complication. Dès qu'il y a une collection plus ou moins septique dans la région, la première chose qui se paralyse, c'est l'estomac. En dehors de ça, les gastroparésies ou plégies nous ont paru surtout fréquentes dans les cas de conservation du pylore. Et nous avons pris l'habitude, tant en chirurgie ésophagienne que chirurgie de résection gastrique partielle au cours des duodénopancréatectomies, d'utiliser maintenant quasi systématiquement l'érythromycine que nous commençons en péropératoire et nous poursuivons en post-opératoire. À tel point que, je dois vous dire que maintenant, dans une chirurgie ésophagienne, il y a peu ou pas de sonde gastrique mise en place et elle est enlevée à la 24e heure.
et que pour la chirurgie pancréatique, hormis les cas très compliqués, nous ne mettons plus en place de sonde nasogastrique. Et je pense que ce médicament, qui a été étudié dans des études randomisées sur le reflux biliaire duodéno-gastro-œsophagien, en Belgique en particulier, a totalement transformé les suites opératoires, hormis quelques contre-indications à ce traitement par érythromycine, essentiellement d'origine cardiaque. Alors on utilise nous aussi l'érythromycine. On commence par des médicaments des prokinétiques classiques, et vous commencez en prophylactique. Alors la conservation pylorique, c'est un débat qui est encore actuel, même si la majorité des publications sont en faveur de la non-conservation pylorique. Il existe encore des publications actuellement qui défendent cette conservation. L'érythromycine marche habituellement en 2-3 jours. Si elle ne marche pas au-delà, alors nous on l'a utilisé non pas en prophylactique, mais en thérapeutique, si j'ose dire, de la gastroparésie. Donc si elle ne marche pas rapidement dans ces cas-là, à titre curateur, il vaut mieux l'arrêter au bout de 3 jours. Elle doit avoir engendré son efficacité. François Guéral. J'ai été passionné par votre exposé, par la très belle expérience rapportée. J'ai quelques émotions quand on parle de cette chirurgie-là, en pensant à Hubert Larieux, qui était un académicien qui a sauvegardé pendant toute sa vie la motricité duodénale et s'est beaucoup intéressé à ce problème. Et pour beaucoup, l'évolution de la chirurgie biliopancréatique et duodénale a été corrélée à la préservation des nerfs, à la préservation donc d'une sécrétion et d'une motilité qu'on a cherché à garder. On avait même des électromyographies et du duodénum à un moment donné. L'application de tout ça à la chirurgie pancréatique me passionne aussi parce que nous avons eu la même expérience, tenter de conserver le pylore dans des indications très précises, en trouvant que c'était bien, puis en se faisant critiquer aussi en disant que finalement c'était pas bien quand on avait des résultats qui étaient discutables. Donc chacun a hésité, a été d'un côté et de l'autre pour tenter de trouver la meilleure anastomose. Et l'expérience de Jacques Beaulieu dans ce sens va tout à fait nous conforter. Mais ma question, peut-être plus précise maintenant, va concerner est-ce qu'au vu de tout cela, le type de résection gastrique, indépendamment de la conservation pylorique, peut jouer dans son ampleur, c'est-à-dire est-ce que l'étendue de la résection gastrique peut changer quelque chose. Lorsqu'on faisait de la chirurgie de l'ulcère duodénal, on avait des résultats catastrophiques lorsqu'on associait une entrectomie à une vagotomie. On a des parésies qui étaient interminables. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de cette mesure-là? Est-ce que vous avez d'autres indications précises? Alors, dans notre technique, nous faisons une entrectomie à minima, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une entrectomie globale. On garde les nerfs de la targée, les nerfs de la patte doigt de façon systématique. Donc la section entrale s'effectue quelques centimètres en amont du pylore pour permettre la gastro-entéro-anastomose. Donc ce n'est pas une entrectomie complète et on essaie justement de conserver cette poche gastrique. Alors je ne peux pas vous apporter une réponse sur notre étude puisque la technique est stéréotypée, mais c'est vrai que dans la littérature, là aussi, c'est débattu entre une gastrectomie ou une entrectomie partielle. Donc ce qui est intéressant à savoir aussi, et je me penche actuellement sur le sujet, c'est le rôle de cette dénervation végétative le long de du bord droit de l'artère mésentérique supérieure vis-à-vis du fonctionnement de l'anse afférente et efférente. Je pense que là, il y a aussi peut-être des choses à creuser sur le plan anatomique et chirurgical. Alors Philippe Breil et puis Daniel Jacques. Pour rester plus pragmatique, à moins que je n'ai pas suivi sur votre diaporama, est-ce que vous avez étudié comme facteur de variable indépendante le mode de l'anastomose gastro-jéjunale entre les anastomoses mécaniques et les anastomoses manuelles, et en particulier l'endroit où on fait cette anastomose? Alors non, parce que nous faisons systématiquement l'anastomose manuelle, mais la littérature semble montrer qu'une anastomose mécanique pourrait apporter une amélioration dans la gastroparésie. Mais nous avons suivi les voies de nos maîtres qui nous ont appris à faire manuellement ces gastro-entéro-anastomoses et nous les faisions de façon précolique, quasiment sur l'ensemble de la tranche de section gastrique. Donc là, c'est une étude rétrospective et c'est les biais qui sont apportés. Il aurait fallu faire une étude quasiment en double aveugle. Alors, il y a des perspectives maintenant pour l'avenir pour les plus jeunes. Voilà.
Monsieur Jacques, bonjour. Oui, bonjour, félicitations pour cette présentation où j'ai reconnu la rigueur de l'anatomiste. Je pense que c'était un beau sujet de chirurgie à traiter par un anatomiste, bravo. Ma question concerne la différence entre le mode de rétablissement de continuité, c'est-à-dire gastro-jéjunal versus pancréatogastrique. Est-ce que dans votre expérience et dans la littérature que vous avez lue, vous voyez une différence concernant ce problème de la vidange gastrique selon que l'anastomose a été pancréatogastrique ou pancréatogéjunale? Alors, j'étais un fervent défenseur de la pancréatogastrique au début de la série, puisque nous avons basculé tous ensemble, on a basculé à la pancréatogéjunale, qui est parfois plus facile à réaliser que la pancréatogastrique. Et en définitive, les résultats ne montrent pas de différence significative. Donc, même dans notre étude, alors c'est chronologiquement 2 périodes différentes. La pancréatogastrique concerne les premières années de l'étude et la pancréatogéjunale, le Whipple, la fin de la série. Donc il y a à peu près autant de malades dans les 2 bras, 60-40%, et il n'y a aucune différence sur la survenue des gastroparésies grade B et C. De même que la nature du tissu pancréatique. Je ne l'ai pas mis en diapositive, mais un tissu dur ou un tissu mou, une pancréatite chronique ou un pancréas normal avec un cancer au niveau de la tête, ça ne modifie pas la survenue d'une gastroparésie post-opératoire. Eh bien, merci beaucoup pour